Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades du soir, Catherine Ney et Olivier d'Artigol. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Pierre. Et notre invité politique est député EPR des Yvelines. Bonsoir Charles Rodwell. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. On commande cette motion de censure qui ne passe pas. Vous dites sur Twitter, c'est une claque pour les pyromanes. Les pyromanes, c'est les insoumis. C'est tous ceux qui ont accepté de cautionner la censure à l'automne dernier et qui ont plongé en fait... Donc la censure de Michel Barnier. Exactement, la censure du gouvernement du Michel Barnier sur le budget présenté à l'automne et qui ont plongé une bonne partie de nos politiques publiques dans l'incertitude et une bonne partie de nos chefs d'entreprise, de nos salariés, de nos associations, de nos collectivités dans l'incertitude pendant 4 mois. Et désormais, nous sommes heureux d'avoir un budget. Alors, c'est un mauvais budget, je tiens à vous le dire comme je le pense. Pourquoi ? Parce qu'il est de droite ? Ah non, il n'est pas de droite. C'est ce que disent les socialistes. Quand on fait exploser les impôts sur les entreprises, notamment les entreprises de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et moi je reprends les termes qui sont utilisés par certains patrons. 25 à 40%. Oui. Voilà, de certains patrons. Dire qu'on taxe le Made in France, évidemment que c'est un mauvais budget. Et nous avions déposé des amendements pour ne pas faire cette hausse d'impôts et pour compenser par des baisses de dépenses de plusieurs milliards d'euros, qui auraient été des dépenses difficiles, des baisses de dépenses difficiles à mener, mais que nous aurions assumées. Mais bon, on a un budget pour cette année. Je pense que c'était ce qu'il y avait de plus important, de retrouver une forme de stabilité, au moins pour cette année. Mais je vous cache pas, nous, en tout cas, en tant que membre de la Commission des Finances, on est déjà au travail pour en fait préparer le budget de l'année prochaine. Et on y arrive ? On y arrive. On y arrive à travailler sur un budget sur l'année prochaine. Alors, la seule bonne nouvelle... la sémantique a son importance. Vous voyez, les socialistes disent c'est un budget de droite. Les gens comme vous disent c'est un budget limite de gauche. Vous vous rendez compte quand même, les électeurs qui vous écoutent, à un moment donné, on sait plus trop... Moi, ce que je propose, c'est qu'on laisse l'avis aux auditeurs sur un budget qui augmente les impôts, notamment des entreprises qui produisent en France, et qu'on ne baisse pas suffisamment les dépenses. Je pense que factuellement, on peut dire que c'est plutôt un budget qui est soutenu historiquement par la gauche. Mais factuellement, aujourd'hui, on a aussi une forme de stabilité avec le budget actuel. On est déjà au travail pour le budget de l'année prochaine pour ne pas augmenter les impôts, mais pour baisser drastiquement la dépense, et notamment la dépense sociale. François Bayrou a dit c'est un budget d'urgence et on ne pourra pas faire comme ça pendant des décennies. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a raison. Et je pense que François Bayrou a raison de prendre les choses par étapes. Vous savez, je le connaissais pas, François Bayrou, avant qu'il soit arrivé Premier ministre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un Premier ministre qui, à mon avis, prend les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que la première des choses à faire, l'urgence, comme il le dit lui-même, c'était de donner un budget à notre pays. C'est le cas. Et en fait, ça a une incidence hyper concrète. Si je peux vous prendre un exemple, si j'ai 1 minute, cher Pierre de Villeneuve. Attendez, je ne suis pas non plus un censeur, il n'y a pas écrit minuteur là. Alors là encore, vos éditeurs pourront exprimer leur avis, mais vous n'êtes évidemment pas un censeur. Provocateur que vous êtes. Vous allez loin. Vous n'êtes évidemment pas un censeur. Il n'est pas depuis longtemps, alors du coup, il prend ses aises. Je suis heureux d'être là. Un exemple parmi d'autres. Rénovation d'un gymnase sur ma circonscription, le stade Pierre de Coubertin, qui se trouve donc à Montigny-le-Bretonneux. Nous devions toucher le fonds vert, donc le fonds de l'État qui aide à la transformation de bâtiments publics pour faire baisser massivement la consommation énergétique. C'est un projet génial parce qu'avec un peu d'investissement public, il y avait la possibilité de faire baisser massivement la consommation d'électricité, donc on y gagnait au bout de quelques mois. Reste à savoir combien c'est Sans budget, je peux vous donner les chiffres avec plaisir, mais sans budget, ce fonds était bloqué. Donc on avait un trou dans la caisse, et un trou pour toutes les collectivités qui avaient ce type de projet, et une incertitude pendant des semaines et des semaines et des semaines. Maintenant qu'on a ce vote du budget, ce type de projet, et là je vous prends un projet sur un gymnase, mais ça parle, je peux vous parler aussi aux écoles, la rénovation des commissariats, la rénovation des tribunaux de justice, une partie d'investissement à l'hôpital, va pouvoir enfin reprendre parce qu'on a une visibilité. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape maintenant, et je vous cache pas qu'on va y retourner dès demain, c'est commencer à préparer le budget de l'année prochaine, pour que ce budget ne soit pas un budget de matraquage fiscal et que ce soit un budget, et on va l'assumer, de baisse de dépenses. Catherine Ney. Oui, donc c'est futur demain qui sera meilleur. Il y a des choses à faire pendant cette année en travaillant et trouvant un accord avec tout le monde au Parlement pour que le budget soit permette le redressement de la France dans 1 an. C'est ça ? Je vais être franc avec vous, j'espère que l'avenir sera meilleur.
Mais je pense que les événements des derniers mois montrent qu'il faut qu'on soit assez méfiant sur le sujet. Mais pardonnez-moi cette trivialité, mais l'espérance, on s'en fout. Ce qu'on voudrait savoir, c'est au sein de la commission des finances, comment vous travaillez. Est-ce que vous arrivez à travailler ? Il y a, je crois, monsieur de Courson qui est à la commission des finances. Il y a d'autres personnes qui sont assez, j'allais dire, éclectiques sur l'échiquier politique. Comment est-ce que vous arrivez ? Expliquez aux auditeurs d'Europe 1, comment est-ce que, je sais pas moi, quelqu'un comme monsieur Coquerel, monsieur de Courson, monsieur Rodwell, ils n'avaient pas les mêmes, comment dirais-je, appétences politiques. Comment est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord sur certaines choses, et notamment sur les finances, voilà. Jusqu'à l'automne dernier, donc avec le budget présenté par Michel Barnier, vous aviez un travail en commun qui était mené par les groupes du centre et de la droite. Donc 4 groupes notamment, Ensemble pour la République, le groupe de Gabriel Attal, le groupe du MoDem de François Bayrou, le groupe d'Horizon de Édouard Philippe, pour faire simple, et le groupe de la droite républicaine de Laurent Wauquiez. Mais à ces 4 groupes-là, nous n'avons pas la majorité. Et à l'automne dernier, nous avons tendu la main aux socialistes en leur disant « On veut travailler avec vous, on n'est pas d'accord. Moi, à titre personnel, je viens de la droite. Et le Parti socialiste, c'est le parti structurant, historique, le parti de gouvernement de la gauche. Donc évidemment qu'on a des différences. Mais c'est avec vous qu'on veut former une majorité. Nous n'avons pas pu le faire, parce que les divergences diverses et variées étaient trop grandes. Je pense qu'on a manqué collectivement, et notamment les socialistes ont préféré cautionner l'alliance avec la France insoumise plutôt que de travailler avec nous. Et je suis heureux de voir que cette fois-ci, avec le gouvernement de François Bayrou, moyennant des concessions importantes, je vous l'ai dit une nouvelle fois, ce budget est un mauvais budget, mais moyennant des concessions importantes, on a les socialistes qui ont accepté de ne pas censurer le gouvernement. C'est la raison, malgré le fait que vous n'aimiez visiblement pas ce terme, j'ai un peu plus d'espoir pour l'avenir qui vient, parce que ça y est, nous avons très en témoigne ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Pardonne-moi, c'est un mot un peu barbare. Justement, comment ça se passe ? C'est la manière vous ne me répondez pas. Moi, je voudrais savoir, je voudrais être la petite souris à la commission des finances. Racontez-nous une, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, une demi-journée de comment on parle. Est-ce que on est courtois ? Est-ce qu'on arrive à échanger ? Ben non, cher collègue, je pense que vous vous trompez là-dessus. Est-ce que comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on arrive à ou est-ce que c'est le chaos et puis on se dit bon d'accord. L'immense majorité des séances en commission, donc en fait on est en commission. Donc en fait c'est une salle avec des tables. Il y a une table au bout un peu plus élevée que les autres où le président est assis avec son vice-président. Et ensuite vous avez 3 tables. Une table avec les partis de gauche, une table avec les partis de droite et d'extrême droite et une partie avec les partis du centre. Eh bien en fait la plupart des discussions se passent, et heureusement, dans une civilité évidente. D'accord. Et on discute, et en fait, le budget se forme comment ? On balaye le budget par mission. Donc on prend la mission défense, la mission affaires étrangères, la mission écologie, la mission éducation, et on passe en revue le budget que nous propose le gouvernement, et en fait, on fait ce qu'on appelle l'amende. Donc on le modifie avec des amendements, et ensuite on le vote ou on ne le vote pas. Et en l'occurrence, le budget a été adopté. Monsieur le député, pour éviter la censure, vous regardez attentivement donc l'évolution du Parti socialiste, notamment de cette vingtaine de députés sur les 66 qui ne doivent pas voter la censure en s'alliant au RN et aux Insoumis pour faire tomber le gouvernement. Mais celui qui prend le plus la lumière dans l'exécutif, c'est Bruno Retailleau. Est-ce que vous n'avez pas un problème de sens du regard ? Est-ce que ce qui se passe du côté de Retailleau et du prochain congrès LR n'est pas un espace d'observation intéressant pour vous ? Charles Rodwell répond après la pause publicitaire, 19h26. Quel suspense, alors qu'Olivier Faure vient de répondre à la France Insoumise. Le nouveau Front Populaire continuera à exister. Réponse bien sûr aux Insoumis, Mathilde Panot, qui juste avant lui disait que le désarrimage était, c'est pas le terme exact qu'elle a utilisé, mais en tout cas que la séparation était actée. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Catherine et Olivier d'Artigol, notre invité, le député EPR des Yvelines, Charles Rodwell. Olivier, reposez votre question à Charles Rodwell. Vous regardez du côté du PS pour voir s'il n'y a pas censure, alors que peut-être que une partie de l'avenir politique se joue du côté de Retailleau. C'est pas un déchirement pour vous ? Je crois pas que ce soit un déchirement. Au contraire, pourquoi est-ce que Bruno Retailleau prend la lumière et a le poids politique qu'il a aujourd'hui ? C'est parce qu'il fait les bons constats que s'opposent les Français, il y apporte les bonnes solutions. Il faut le dire. Donc Valeurs Actuelles a eu raison de titrer « Et si c'était lui » ? Pour le coup, et je pense qu'il a raison de le dire, il est beaucoup trop tôt pour le dire, il faut qu'on soit tous à la tâche, et c'est le cas aujourd'hui. Vous citiez tout à l'heure, dans votre journal, le fait qu'il y a un nombre record de titres de séjour accordés en France. 337 000. Et il y a un nombre record d'éloignements. Donc le fait que, de gré ou de force, ces étrangers quittent la France. Prenons ces 2 constats.
C'est-à-dire que, sur le chiffre des éloignements, le fait qu'on a un nombre record de titres d'éloignement, ça veut dire que la loi immigration que nous avons votée, qui était portée par Gérald Darmanin et par notre groupe, il faut bien le dire, avec d'autres, était nécessaire et c'était une bonne loi, une loi efficace. Ça, c'est un petit message à Marine Le Pen. Mais le fait aujourd'hui... Non, pas du tout. Mais amputé par le Conseil constitutionnel. Amputé en partie par le Conseil constitutionnel. Et c'est la raison pour laquelle, au vu du nombre record de titres de séjour qu'il y a aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on légifère de nouveau et qu'il y ait une nouvelle loi immigration pour pouvoir intervenir dans la loi pour réduire ce nombre de titres de séjour. C'est aussi simple que ça. La politique, c'est assez rationnel. C'est-à-dire qu'on constate... C'est ce que veut Bruno Retailleau, une nouvelle loi d'immigration. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce qu'une bonne partie d'entre nous, pas que lui, veut une nouvelle loi. On a l'impression que dans votre groupe, l'aile gauche est quand même plus importante que l'aile droite. Mais qui est l'aile gauche ? Ben, j'en sais rien, on dit 60-40. Moi, je les connais pas tous, mais on dit que sur l'immigration, en tout cas, il y a, dans ce groupe-là, central, il y a beaucoup de réticence. En commençant par Gabriel Attal. Moi, je vais être franc avec vous. On dit souvent qu'il y a une aile gauche et une aile droite. Nous, la raison pour laquelle on a rejoint Emmanuel Macron... Vous parlez de PR, là, d'Ensemble pour la République. D'Ensemble pour la République. Prenez ne serait-ce que le gouvernement. Vous avez l'aile gauche du gouvernement, vous avez Monsieur Lombard, Monsieur Laurent Saint-Martin, Madame Pannier-Runacher, Madame Borne, tout ça, ce sont des ministres de la gauche de la Macronie. Enfin, c'est quand même sous la primature d'Elisabeth Borne qu'a été portée la première loi immigration. Non mais peut-être. Elisabeth Borne, mais Madame Borne a été la directrice de cabinet de Lionel Jospin. Je peux juste vous répondre à une... Madame un petit peu plus âgée que vous. Elle n'était pas directrice. Elle a travaillé pour Lionel Jospin à Matignon. Mais elle n'était pas sa directrice. Vous êtes plus âgée que moi. Mais elle était au cabinet de Jospin. Vous avez raison. Je veux dire, c'est que Elisabeth Borne, on peut en penser ce qu'on veut, mais elle a été préfète, elle connaît la réalité de la question. Non, mais je suis pas en train de critiquer, je constate juste qu'il y a une gauche. C'est d'ailleurs, pour reprendre mon raisonnement, ça a été le slogan de Monsieur Macron. Pour reprendre mon raisonnement, pour répondre à Olivier d'Artigol, la politique, c'est assez rationnel. On constate qu'il y a des enjeux et des problématiques que se posent des millions de Français. Nous avons voté une première loi immigration qui a permis d'augmenter massivement le nombre d'éloignements. Plus de 27%. On n'est évidemment pas dans une situation optimale, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est notre crédit. C'est nous qui l'avons porté, avec Gabriel Attal, avec Elisabeth Borne, avec Gérald Darmanin. Mais aujourd'hui, comme nous avons un nombre de titres de séjour rentrant, mais je vous pousse un peu dans le socle commun. Si on va vers je fais la politique fiction, si une candidature, pas présidentielle, Édouard Philippe, ou une candidature Bruno Retailleau, vous, par rapport à votre identité politique, les thèmes que vous avez triportés, vous allez plutôt vers où aujourd'hui ? Moi, je soutiendrai le candidat de mon groupe. Mais vous ne me répondez pas. Oui. Si, là, je viens de vous répondre. Je soutiendrai le candidat de mon groupe. Oui, mais... La première des choses, et la deuxième des choses, pour vous répondre, sur Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Attal, Darmanin, qui que ce soit, ils ont 2 points communs, tous ces gens. Premier point commun, on sera tous héritiers du même bilan. Donc, on a intérêt, sur les 2 ans qui nous restent, à délivrer et à mener des réformes utiles pour notre pays. La deuxième chose, c'est que s'ils sont 2 sur la ligne de départ, ça sert à rien d'être candidat à la présidentielle. Il faudra qu'on ait un candidat commun, vous pensez un candidat encore unique. Possible un candidat commun pour le socle commun ? Mais en fait, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix parce que si nous avons 2 candidats, eh bien, on sera tranquillement assis dans notre canapé le soir du second tour. Ou si nous avons un mauvais bilan, moi je considère qu'on a un bilan, mais honnêtement, dont je suis fier d'un point de vue économique. 2,7 millions d'emplois créés depuis 7 ans, c'est la vie de 2,7 millions de Français et leurs familles qui a basculé parce qu'ils ont retrouvé du travail. Mais si nous sacrifions ce bilan en faisant rien pendant 2 ans, on regardera le deuxième tour dans notre canapé, et s'il y a 2 candidats du socle commun à l'élection présidentielle, on regardera aussi le second tour dans notre canapé. C'est la raison c'est les 2 choses, c'est les 2 points communs qui les rassemblent. Charles Haudoil, vous créez un think tank qui s'appelle Ensemble Français. Vous dites c'est une alternative aussi à la politique actuelle. Vous voulez contribuer à la refonte de fond en comble de la ligne politique de Renaissance et du bloc central. Vous voulez qu'elle devienne la mère des batailles et vous voulez vaincre l'insécurité culturelle. Ça, c'est une politique, j'allais dire, costaud, mais c'est une politique totalement de droite. Est-ce qu'elle n'est pas en rupture avec la politique du centre ? Moi, je vais être franc avec vous, je ne sais pas si elle est droite ou de gauche. L'insécurité culturelle, le premier qui l'a théorisé, c'est Laurent Bouvet, politologue et sociologue et universitaire de gauche. Et la seule chose qu'il dit quand il présente le sujet de l'insécurité culturelle, qui est grosso modo, si je caricature sa pensée, qui est de dire qu'il y a des millions de Français qui se sentent mal à l'aise ou en décalage avec ce qui est devenu ou ce qui est en train de devenir le vivre ensemble de leur immeuble, de leur commune, de leur rue, devant leur gare, de leur quartier, de leur marché. Et Laurent Bouvet nous met en garde. Il nous dit qu'il serait un danger mortifère pour la France de laisser le sujet de l'insécurité culturelle à l'extrême droite.
Moi, je considère que ce sujet, c'est pas un sujet de droite, c'est pas un sujet de gauche, c'est un sujet que tout simplement ressentent des millions de Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine sociale, géographique, et autres. Ce sujet, je veux m'en saisir. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que mon parti, Renaissance, a les solutions qu'il faut sur la politique européenne, a les solutions qu'il faut sur la politique économique de notre pays, mais que nous ne sommes pas suffisamment penchés sur la question de l'identité française, de la culture française, pour lutter contre l'insécurité culturelle que vivent des millions de Français. Mais là, vous citez l'extrême droite en disant elle s'empare de cette, et elle est la seule à s'emparer de cette question. Vous ne citez pas ce que dit Monsieur Mélenchon sur le grand remplacement, puisque le mot a été lâché par 2 fois, une fois à Toulouse et une fois à Nantes ces dernières 24 heures. C'est exactement la raison pour laquelle je me lance sur le sujet. Parce que depuis 20 ans, la gauche a été au pouvoir, la droite a été au pouvoir, le centre a été au pouvoir. Il n'y a pas une seule force politique, dont ces forces républicaines, qu'on qualifie de républicaines, de modérées, qui s'est saisie de ce sujet. Depuis 20 ans, par aveuglement, par peur peut-être. Non, peut-être c'est pas son ADN. Nous avons laissé ce sujet à l'extrême gauche d'un côté et à l'extrême droite de l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un risque de clivage identitaire dans notre pays. Or, moi, je considère que, excusez-moi, je voudrais surtout pas vous interrompre, madame Ney, mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu que ce sont les forces modérées de notre pays qui pouvons apporter une solution à la question de la crise culturelle et identitaire que traverse notre pays. C'est la raison pour laquelle je veux faire des propositions à mon parti à travers Ensemble Français que j'ai créé il y a quelques jours. Là, vous êtes un peu réducteur parce que s'il y a vraiment un parti qui a travaillé, c'est quand même les LR au Sénat. Les sénateurs LR, avec notamment François-Noël Buffet et d'autres, et même Bruno Retailleau, ils ont vraiment fait publier des rapports, et qui d'ailleurs n'étaient pas repris à l'Assemblée, même y compris par leurs propres amis de l'Assemblée nationale, qui étaient beaucoup plus craintifs. Et donc, arriver à s'entendre sur cette question-là aujourd'hui, moi, je pense que c'est très bien que vous vous y mettiez, mais moi, quand je pense aux Renaissance, je voyais pas un groupe, je voyais plutôt un groupe très frileux pour aborder ces questions-là. C'est pas du tout ce qui vous caractérise. Et même Gabriel Attal était sur ces questions-là, on ne touche pas. Et alors moi, j'étais étonnée parce que quand on écoute les Français, quand même, y compris à gauche, c'est le sujet central pour eux. Vous avez raison. Et j'avais l'impression que vous, les élus de Renaissance, et même certains élus LR, vous n'alliez pas assez loin pour répondre aux attentes de vos électeurs. C'est ça qui est bizarre. Vous indiquez le point qui est cardinal. C'est-à-dire que vous avez souligné les apports des Républicains. Et c'est très juste. Les apports de Renaissance, pardonnez-moi, on a voté la loi séparatisme, on a voté la loi de soutien aux victimes de violences intrafamiliales, nous avons voté les lois sur les justices pour les mineurs, la loi immigration que nous avons proposée, qui contribue à cette question. Et je vais même vous dire, les socialistes aussi ont y contribué. Un exemple parmi tant d'autres, lorsque Bernard Cazeneuve et le garde des Sceaux de l'époque, en tout cas le gouvernement socialiste, propose la mise en œuvre du parquet national antiterroriste pour lutter aussi contre ces sujets sur le territoire français, eux aussi ont y apporté une contribution. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision qui est claire. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Sur l'immigration. On peut être pour ou contre ce que dit la France insoumise, mais leur discours, il est très clair. Il vous dit, je veux une immigration de masse pour créoliser la France. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est très clair. Il est déjà là. Il dit, ce que le Rassemblement national, il dit, il y a une personne sur 4 qui est déjà issue si je prends le Rassemblement national, ou l'extrême droite au sens large, en tout cas, ce qu'on qualifie d'extrême droite, il vous dit, je veux une immigration zéro ou une immigration proche de zéro pour éviter le grand remplacement. On peut être pour, on peut être contre. Moi, en l'occurrence, je ne partage pas cet avis, mais c'est très clair. Qu'est-ce que nous, on veut ? Quelle est la vision qu'on veut porter, nous, le bloc central, sur cette question ? Je vous en propose une, je l'ai proposée à mes collègues, ils s'en saisiront ou pas, c'est le débat qu'il y a au sein de l'ensemble du bloc central. Moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut fonder notre politique migratoire sur un principe, accueillir moins pour accueillir mieux. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'une immigration massivement réduite, choisie, fondée uniquement sur le travail, qui répond aux besoins des Français. Et quand on part de cette vision, eh bien, toutes les politiques publiques qui en viennent... Mais ça a été fait par le passé par Brice Hortefeux, notamment. Est-ce que Brice Hortefeux a, par exemple, pris des mesures pour refonder les règles du regroupement familial ? Non. Pas sur ce sujet-là. Or, aujourd'hui, le regroupement familial est une part pratiquement majoritaire de l'immigration en France. Ben oui, si je veux dire que quand Jacques Chirac a signé le décret en 76, d'ailleurs avec l'accord de Valéry Giscard d'Estaing, mais il partait 2 mois plus tard, il a été signé juste au moment où le chômage a
commençait à exploser et il y avait parmi les gens qui venaient du Maghreb et tout ça, un chômage qui explosait. Et c'est là que le regroupement familial a commencé et qui inquiétait Raymond Barre. Raymond Barre a voulu le stopper. Et des associations ont saisi le Conseil d'État qui a dit terminé, voilà. Et c'est une chose définitive, le regroupement familial est un droit. Et depuis, on n'y est absolument pas revenu. Ça veut dire qu'il y a ce risque que d'autres associations saisissent le Conseil d'État de la même façon qu'à l'époque. Là, ce que vous posez la question, c'est vrai que ce sont les questions qu'il faut résoudre, mais avec qui allez-vous les résoudre? Parce que vous aurez toujours dans les pattes le Conseil d'État, les associations, peut-être même le Conseil constitutionnel, et que c'est très difficile et que vous ne... Réponse courte, Charles Hauduel, parce qu'après... Moi, la raison pour laquelle je me suis engagé politiquement, c'est parce que je suis absolument convaincu que quels que soient les obstacles politiques, juridiques, constitutionnels, on peut faire évoluer les choses. Voilà une question que se posent des millions de Français. Et on a deux choix. Soit on leur dit, on peut rien y toucher, laissez passer, et nous aurons une politique identitaire qui sera menée par un parti qui prendra le pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche. Soit on leur dit, oui, ce sera difficile. Il faut prendre des actes majeurs. Est-ce qu'il faut suspendre notre participation à une partie des articles de la CEDH? Est-ce qu'il faut un référendum sur le sujet? Mais je suis convaincu que oui, nous devons affronter cette question avec des mesures républicaines et modérées. Politique de droite, Charles Hauduel. Et c'est de là que vous venez d'ailleurs. 19h44. Merci d'avoir été